Plan Maître, un balado québécois qui s'intéresse au cinéma d'ici et d'ailleurs, au cinéma de genre, au cinéma d'auteur, au blockbuster, bref, au cinéma. Bonjour, bienvenue au balado de Plan Maître, notre pilote. Alors on est ici C'est un laboratoire aujourd'hui, on essaie des choses et on est avec Miguel Deplante. Salut! Et on va parler aujourd'hui d'un film réalisé en 1994 par Robert Morin, Yes Sir, Madame. Oh yeah! Alors, Miguel Leplante, je vais te présenter un petit peu pour que les gens à la maison ou dans l'autobus ou dans la voiture sachent qui ils vont entendre pour les prochaines minutes. Miguel, tu es finissant à l'UQAM en cinéma montage en 2017. Oh mon dieu, j'étais jeune. Ouais, ouais. Ah, 2 ans déjà. Et Ouais. en 2018, tu as réalisé ton court-métrage Cliché. Ouais. Cliché qui t'a permis de mettre la main sur le prix de la meilleure réalisation durant la course des régions pan-canadiennes et le prix INIS. INIS qui est le Centre national de l'image et du son. Oui. Et cet été, en 2019, ton film va être présenté au Festival Fantasia. Yes, ouais. Ouais, parmi Ouais, ces ouais, ouais. trois prix-là, c'est lequel dont tu es le plus fier? Ouf, mais c'est sûr. Ben, mais en fait, Fantasia, c'est pas nécessairement un prix, là. C'est Non, plus c'est comme comme une reconnaissance un peu. Ouais, exactement. Ben, je pense que tout l'ensemble de ça, c'est de la reconnaissance de mes pairs. Puis en soi, pour ça, je suis vraiment fier de tout ça. Mais c'est sûr que Fantasia, ça a une petite portée un peu plus forte pour moi, étant un fan de genre depuis ma tendre enfance. C'est sûr que c'était un petit rêve pour moi d'aller participer au Festival Fantasia, tu sais, qui est le festival de genre à Montréal, mais tu sais, mondialement, c'est reconnu, là, ce festival-là. Donc, de participer C'est à vrai, ouais. ça, il y a vraiment une certaine notoriété ou des gens que j'admire qui sont là, qui l'organisent. Donc, ça me fait. C'est sûr que celui-là, ça me fait vraiment chaud au cœur, là. Puis il y a Spasme qui s'en vient aussi, que j'ai pas de nouvelles officielles, là, mais que la participation à ça, ça serait un gros plus aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un gros. Ouais. Ben, Ouais. t'as dit justement que t'es un fan de films de genre. Euh, Ton cliché, ça rentre aussi dans un genre en particulier. Tu nous Oui, en oui, parlais un peu? mais C'est quoi le scénario de cliché? en fait, en gros, tu sais, Cliché va aller jouer avec les codes du genre. En ce sens que c'est le film d'horreur classique, c'est un Jason ou un Freddy ou une espèce de cliché justement des quatre ados un peu stupides qui vont juste servir à se faire tuer par une grande menace un peu absurde. Mais là, dans ce film-là, la menace, c'est pas un tueur au masque de hockey, c'est le film d'horreur lui-même avec les codes du film d'horreur qui vont devenir la menace pour les personnages. Fait que le but était vraiment d'aller jouer avec les codes du genre, justement, qu'on connaît tous. On connaît tous le film d'horreur, on sait à quoi s'attendre, on sait même comment ça va finir, mais là, on joue un peu avec le fait de savoir comment ça va finir pour aller dérouter un peu le spectateur. Un peu, je comparerais ça à Cabin in the Woods pour ceux qui Mhm. connaîtraient un Ouais. peu le cinéma de genre. Là. Ça ressemblerait à ce genre d'humour-là, puis de méta-là, mettons. Dans celui-là, Ouais. est-ce que tu critiques les failles du film de genre? Ben, on peut le voir comme une critique, oui, parce qu'elle veut pas, ben, les personnages vont se faire tuer par ces failles-là. Fait que oui, on les critique, mais en même temps, c'est une sorte d'hommage à ça aussi, là, parce que je trouve, en fait, un film de genre, mais ça va être des codes qui sont établis, puis ça va être des manières de ficeler le scénario qui sont prévisibles, parce que, bon, on respecte une formule. Fait que ça va être, oui, de critiquer cette formule-là, mais aussi de s'en servir pour peut-être aller plus loin. Fait que moi, je le vois pas vraiment comme une critique, mais vraiment plus comme une réappropriation, mettons. Je le vois plus comme ça. Ok. Ouais. J'ai écouté un balado de plein écran Ouais. qui est animé par Hélène Faradji et elle recevait Robert Morin. Oh Robert oui. Morin qu'on va parler aujourd'hui. Il disait que en fait, le cinéma de genre n'existe pas parce que tous les films ont un genre. Qu'est-ce que tu répondrais à Robert Morin? Que tous les films ont un genre, donc le cinéma de genre n'existe pas. Ben, je suis quand même assez d'accord avec lui parce qu'on on va souvent avoir tendance à comme comparer le cinéma de genre et le cinéma d'auteur, puis en faire comme une espèce de confrontation. Tu sais, hey, là, toi, t'es plus de cinéma d'auteur, donc t'es pas cinéma de genre, alors que. Nanana. Puis je répondrais, ben, je suis quand même en accord avec ce qu'il dit, dans la mesure où on peut prendre un cinéma de genre puis en faire un cinéma d'auteur, tout comme. Tu sais, comme par exemple, on avait reçu Robert Morin à l'UQAM pendant mes cours, puis ce qu'il disait à un moment donné, c'est qu'il disait ce que je déteste
par-dessus tout, c'est de me faire dire « Ah, t'as fait un film Robert Morin », tu sais. Il veut pas faire un film qui va être associé à lui-même, il veut juste faire un film, puis peu importe les codes qu'il veut emprunter, puis peu importe ce que le produit va faire. Parce que lui aussi, comme réalisateur, on va en parler plus tard, mais je veux dire, ce qui le fait triper beaucoup, ça va être de jouer avec les codes, puis ça va être de jouer avec son style, puis avec sa forme. Fait que je pense que c'est un peu ce qu'il veut dire quand il dit, ben, il n'y a pas de film de genre en soi, ben, c'est que ça va être un film qui utilise certains codes, qui sont empruntés à certains genres, mais ton film va être un produit unique quand même, qui pourrait être associé à, oui, c'est un film d'horreur, mais qui peut être associé à 10 000 patentes quand même. Fait que je pense, en tout cas, je suis pas lui non plus, là, mais faudrait que j'écoute la balado, ça a l'air intéressant. Mais ça doit être ça qu'il veut exprimer, c'est de pas mettre un film dans un carcan de genre parce que c'est un film d'horreur, ça pourra pas être plus profond, puis ça pourra pas être ailleurs parce que ça reste un film d'horreur, entre guillemets. C'est vrai. Je pense qu'on peut sortir du genre, puis oui, utiliser des codes d'un certain genre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de film de genre. De genre en tant que tel. C'est ça. Ok. Ouais. On va pouvoir maintenant parler un petit peu plus de Robert Morin en tant que personne, mais avant, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on boit présentement. Ah oui. Oui, on boit une bière Pit Caribou, Oh yeah. une rousse, qui s'appelle La Bonne Aventure. Mm. Alors, est-ce qu'on se fait un chill? On se fait, proche du micro. Oh. Wow! Ouais, je m'attendais à un peu. Ouais, c'était plus... C'était pas assez cristallin, mais pour les prochains épisodes, là, écoute, tu fourniras des coupes de cristal juste pour l'effet sonore. On rajoutera ça en post-prod. Vous allez capoter. Donc, parlons de Robert Morin. Robert Morin qui Robert. est né en 1949 à Montréal. En 77, il va fonder la coop avec des amis. Et la coop vidéo, en fait, a pour objectif de se donner les moyens. Donner les moyens à ces chums-là qui veulent faire du cinéma. Les moyens de produire leurs films. Parce que à cette époque-là, l'équipement surtout qui coûte cher. Donc, c'est une... Ouais, puis qui est pas accessible comme aujourd'hui. Là, Non. on parle de grosses caméras pellicules, puis on parle de de gros moyens de production. Là. Même si lui avait des petits films à petit budget, reste que il faut les produire, puis c'est pas les films les plus facilement produisables qu'il y avait. Oh non, c'est sûr. Ouais, non. Puis malgré tout, ça va vraiment avoir un gros succès que Coop vidéo. Ouais. Juste Robert Morin, parce qu'il va y avoir d'autres réalisateurs qui vont se joindre au projet au fil des années. Mais Robert Morin, à lui seul, a réalisé une trentaine de films et va recevoir plusieurs prix à l'international par rapport à ces films-là. Robert Morin, on dit souvent que c'est quelqu'un qui, dans le paysage québécois, est un peu un satellite extraterrestre. Ouais. Pourquoi? Pourquoi on dit ça de lui? Ben, c'est sûr que, puis on en parle souvent beaucoup de ces temps-ci, là. Il y a souvent comme des critiques de notre cinéma québécois qui est très, très drabe, puis très, très... c'est sur des personnages tristes qui regardent une étendue d'eau en pleurant, puis pendant 2 heures. T'sais, on a souvent ces critiques-là. Robert Morin va à l'encontre de tout ça complètement, là, dans le sens où lui... Mais comme je disais plus tôt, il va jouer avec la forme de son récit. Donc oui, il va prendre les codes du cinéma, mais après ça, il en fait ce qu'il veut. Là. Il brasse ça, puis surtout pour un cinéaste, tu dis que le premier film dans les années 70, ben c'est ça, tu sais, dans ces années-là, t'avais pas l'espèce de mode du found footage, puis du Blair Witch Project, puis tout ça. Mais lui, ses films, c'était souvent ça. C'est lui avec sa caméra, une petite équipe, une petite production, puis il va avoir un concept. C'est ça sa force, c'est qu'il va prendre un concept, puis juste le pousser à l'extrême, puis... Aller voir les limites du concept. Ouais, c'est ça, puis fuck it, tu sais, si ça dérange, ben so be it, là, c'est pas nécessairement ce qu'il veut provoquer puis déranger, mais il veut, oui, ce que tu dis que c'est un ovni, c'est un peu ça, là, c'est une bébite étrange qui est comme un peu indéfinissable, mais qui veut pas se définir quand même. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis qui est peut-être une bonne façon de rentrer dans l'univers de Robert Morin, c'est les titres qu'il choisit pour les films. Ouais, quand même. J'ai en tête Requiem pour un beau sans cœur, Mm-hmm. Petit Papa Noël et Le problème Ah. d'infiltration. C'est des films où est-ce que, juste avec le titre, on peut tellement imaginer de choses, c'est tellement d'histoires qu'on peut faire simplement avec ce titre-là. Avec Petit Papa Noël. C'est tellement... Tu Moi, l'as vu? je crois que c'est mon coup de cœur de Robert Morin. J'ai hésité là, parce qu'il fallait que je choisisse un film pour le podcast, Oui. puis finalement ça a été Yes Sir Madame, mais Petit Papa Noël était quand même dans mon quasiment. Là. Oui. C'est pour ceux qui n'auraient pas vu ce film-là, allez voir ça. C'est sur. En fait, c'est lui puis son père. C'est son véritable père parce que c'est ce qui fait souvent. Je rebondis sur la question de tantôt, mais ce qui en fait un satellite, ça va être les moyens qu'il va prendre aussi. Il va souvent aller prendre des non-acteurs dans des situations que les non-acteurs vivent un peu réellement. Donc ça donne vraiment une. On sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas Ben, vrai c'est là-dedans. ça, c'est ça. Souvent, là, Ça donne vraiment une forme de
Ben, c'est le maître du faux documentaire, évidemment, là, mais il va souvent aller jouer là-dedans, comme dans Petit Papa Noël. Ben, c'est ça, c'est son vrai père qui joue cet homme-là qui est comme alité là, à l'hôpital. Puis c'est le personnage joué par Robert Morin qui prend sa caméra puis qui dit bon, ben, je passe une nuit avec toi, papa, dans ta chambre d'hôpital, puis demain matin, ben, je te débranche. Puis c'est juste les derniers moments qu'il a avec son père. Évidemment, c'est pas la réalité, mais il y a quand même des scènes avec des infirmières qui lavent son père, puis tu vois comment il est traité, puis ça donne une profondeur, puis tu sais, un coup de poing là, comme film. Là. Oui, absolument. C'est ça. Ça va souvent être ça qu'il va faire dans ses films. Ouais. Puis on finit par, même en sachant que c'est pas vrai, que c'est de la fiction, on finit par, juste avec la façon dont la caméra est tournée, les angles choisis. C'est souvent, on peut comparer ça à quelqu'un qui part en vacances, là, souvent avec Petit Papa Noël, là, la caméra, on entend même les bruits de la caméra, là, donc on se demande à quel point c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans, puis il va jouer avec le spectateur avec ça. Ben oui, part en vacances. Maintenant, il y a un film qui c'est Journal d'un coopérant, où il s'en va en Afrique pour faire pour la coopération internationale. Il s'en va réparer des radios là-bas, son personnage. Puis le film bascule plus en plus vers une histoire de pédophilie parce qu'il rencontre une jeune africaine, puis il tombe amoureux d'elle. Puis il se met à la filmer, puis on a le point de vue de la caméra du voyageur qu'on n'a pas le choix de suivre. C'est vraiment tough à voir parce que c'est comme tu dis, là, c'est le genre de vidéo que papa aurait pu faire en revenant de son voyage à Cape Cod. T'sais. Puis c'est juste que là, ça vire tout croche. C'est Robert Morin. Puis justement, dans le film qu'on va analyser aujourd'hui, Yes Sir Madame, c'est un peu la même chose. Robert Morin se met en scène dans ce film-là, c'est le personnage principal. Exact. C'est pas nécessairement Robert Morin en soi, le personnage, mais c'est l'acteur, en fait, qui est Robert Morin. Le personnage principal s'appelle Earl. Oui, Earl Tremblay. Oui, Earl Tremblay, puis quand tu revires les lettres de Earl, c'est réel, ou real. Fait qu'on peut avoir le petit lien ici que le réalise, il se met en scène. Là. Mais non, c'est un autre cas de Robert Morin qui trippe et qui veut passer un message. J'ai choisi celle-là parce que je trouvais qu'il y avait un message un petit peu, une portée plus sociale, plus grande à son époque. Peut-être politique même. Hein? Ben, très politique. Là. En fait, le concept du film, Yes Sir Madame, ça le dit dans le titre, c'est un film bilingue. C'est un personnage qui se dit bilingue, parfaitement bilingue. Mais on verra dans le film que c'est tout à fait faux. Là. Parce que souvent, il va y avoir une grosse dichotomie entre ce qu'il va dire en français puis en anglais, ça sera jamais les mêmes choses. Parce qu'il va toujours répéter les mêmes phrases en français puis en anglais par la suite. C'est ça qui est intéressant. Hein? Il commence par dire une phrase ou deux en français, après ça, il va les répéter en anglais. Mais on voit qu'au fil du film, ces phrases-là sont déconstruites puis il perd un peu. C'est qu'il se met à avoir deux personnages principaux puis deux narrations différentes, mais par le même personnage. Puis son personnage francophone son personnage anglophone sont complètement différents puis sont quasiment à l'opposé. Puis ça représente très bien la situation du Québec qui était avant le référendum, en plus, dans ces années-là, 94. 94, le deuxième référendum en 95. Ben, c'est ça. Fait que là, on est beaucoup dans la thématique classique du Canada anglais puis du Canada français qui sont Absolument. Puis là, à la fin, ben, un petit peu spoil, là, mais le personnage devient politicien. Fait que il rentre complètement dans ce mode-là. Puis aussitôt qu'il devient politicien, mais là, il vire un peu fou. Là, j'en dirai pas trop, là, mais... Fait que c'est ça, dans le fond, le concept du film. Oui, mais est-ce qu'on peut y aller avec un peu le scénario de base? Ouais, c'est ça, mais parce que là, on va loin. Oui, il y a beaucoup, hein. Et là, on vous garage les informations, tout le monde. Là. Donc, si vous voulez, vous allez pouvoir reculer le balado pour la suite. Manquez les 3 dernières minutes. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut y aller avec, c'est quoi le scénario, mettons, qu'on explique à quelqu'un qui n'a jamais vu ce film-là? Exact, donc c'est Earl Tremblay qui est ce personnage bilingue qui se fait donner en héritage par sa mère 19 vieilles bobines de vieilles caméras, de Bolex. Fait que c'est des bobines qui durent comme 3 minutes. Puis lui, tout ce qu'il a, en fait, c'est ça. Puis ils sont pas encore filmés. C'est lui qui va avoir à les filmer. Puis il se dit, pour vivre mon deuil, je vais juste filmer tout ce que je veux sur ces bobines-là. Puis ça va être une espèce de testament, ou de pas de testament, mais une sorte d'hommage à mes parents, puis à moi-même. Puis je vais... Fait qu'il se met juste à filmer tout ce qui passe par la tête, puis par la suite, il fait une narration sur ça. Donc tout ce qu'on a, nous, en tant que spectateurs, ça va être ces 3 minutes de film-là que lui a filmé, qui sont souvent des images de voyage. Puis, c'est des moments de sa vie. Ouais, c'est ça, exact. Là, lui devant un miroir qui dit bon, ben, qu'est-ce que je ferais bien à soir. Puis c'est des vidéos d'archives, là, si tu veux, qui n'ont pas une grande portée, mais là, avec la narration qu'on va avoir, on va comprendre de plus en plus le personnage, puis où ça s'en va. Puis là, entre ces 3 minutes-là, il va y avoir des moments de blague totale où on entend juste comme le personnage de Robert Morin qui sauve une bière, qui parle, qui dit mais qu'est-ce que je fais là, tabarnak, là? Puis tu sais, qui commence à parler de plus en plus. Mais le film en soi est vraiment construit sur ces 19 bobines-là qui vont montrer son évolution
ou sa dévolution, là, la manière qu'on voit ça. Fait que le scénario est vraiment là-dessus. Là. Donc, il va vraiment quitter la campagne, s'installer à Montréal, se politiser, se comprendre de plus en plus. Puis ça va vraiment être le citoyen un petit peu perdu qui se politise puis qui se découvre Il va commencer en fait à travailler dans un endroit où est-ce qu'on garde des voitures l'hiver, puis après ça il va même devenir sans-abri, le personnage de Earl Tremblay, avant de se politiser, avant de devenir politicien. Donc on voit vraiment que les personnages se cherchent beaucoup. On voit en fait, il y a beaucoup d'onomatopées qui sont faites dans le film. Par exemple, dans les premières scènes, on voit les bateaux, on fait les bruits de moteur, de voitures, on y va avec les... En fait, c'est Robert Morin qui fait son personnage de Earl Tremblay qui va, par exemple, faire le bruit du chien qui aboie. Ouais. En quoi ça sert, le film, de faire ça? J'ai l'impression, là, en même temps, nous on déblatère, puis on propose des pistes, mais on n'a pas la vérité infuse, évidemment. Oui. Sauf que, ben, tu sais, ce médium-là, ben, faut savoir que ça prend pas le son, ces vieilles caméras-là. Donc, s'il n'y avait pas fait ça, c'est sûr qu'on aurait un film complètement comme pas de son, parce qu'il n'y a pas de musique, si je me rappelle bien, puis il n'y a pas d'effet sonore autre que sa narration. Donc, c'est sûr qu'au début, j'ai l'impression qu'il fait ça pour installer un petit peu installer le médium, puis installer la forme de bon, mais regardez, gang, tout ce que vous allez entendre, ça va être moi qui va faire le bruit. Fait que là, au début, c'est surtout au début qu'on a ça. Là, comme tu dis, là, sur le bord de la plage, il fait les vagues. Oui. Fait que ça nous établit une sorte de... Ça installe l'ambiance. Oui, c'est ça. Puis c'est le point de vue du personnage principal qu'on n'a pas le choix de suivre parce que c'est lui seulement qui va nous faire sa narration. Puis avec ce qui s'en vient dans le film plus tard, ben, ça devient d'une importance capitale parce que c'est que le film va vraiment se bâtir sur les points de vue qu'on va avoir. Parce que, mettons que tu verrais une image de quelqu'un qui boit sa bière, mais quelqu'un qui boit, mettons, sa pite caribou Bonaventure, mettons, une excellente bière gaspésienne qu'on aime tous. Mettons que t'as quelqu'un qui boit ça, mais là, tu vas avoir le personnage qui en parle positivement, puis après ça, t'as son personnage, son alter ego anglais qui se met à bitcher la personne qui boit sa bière. Mais veux pas, on n'a pas le choix de suivre le point de vue de la personne qui nous parle. Fait que déjà... qui se mettent à faire les onomatopées dès le début, c'est un peu ridicule, mais on embarque dans le créneau puis on se laisse guider par cette forme-là. Ouais. Moi, je pense que ça aide à ça beaucoup. Là. Puis on comprend aussi que c'est lui qui a comme qui tire les ficelles, là, qui est maître du jeu, qui est maître du film, en fait. Oui, c'est lui qui monte tout, c'est lui qui a tout fait. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est le maître. Puis... Oui. Est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec... On en a parlé un peu tantôt, là, avec le référendum au 95. J'imagine qu'il doit avoir un peu... En fait, on sait que c'est en 94, c'est l'année d'avant, il y avait comme des tensions qui commençaient au Canada, qui ont mené au référendum. Là. On les voit, c'est apparent. Quel indice qu'on voit? Est-ce qu'il y a des indices qu'on voit dans le film qui mettraient vers ça? Ben c'est sûr qu'à la fin, ben, il devient carrément politicien, puis je me rappelle plus c'est pour quel politicien qui fait campagne. Là. Je voudrais pas me tromper de nom, dire n'importe quoi. Mais c'est ça, tu sais, il s'implique carrément dans un parti, puis ce qu'il va commettre comme action est vraiment révélateur de... Là, je le dirai juste pas parce qu'il y a une finale vraiment plus coup de poing qui va nous faire comprendre un peu le point de vue du personnage par rapport à la politique. Mais tu sais, je pense que le film en général est déconstruit, est décousu, puis il tourne tellement autour juste de ça, tu sais, juste autour d'un citoyen qui est comme monsieur, madame, tout le monde, qui a maintenant... l'opportunité de dire à tout le monde ce qu'il pense. Tu as 19 bobines de 3 minutes faisant ce que tu veux, mais après ça, tous ces moments-là, ben tu vas les shooter au monde, puis ça va être comme vide ton âme pour le monde. Fait que c'est vraiment ce que... J'imagine que c'est ce que tout le monde qui se sentait un peu confus dans ces années-là, ben aurait pu vouloir ou... aurait pu comme aspirer à, de pouvoir comme avoir une sorte de tribune puis juste comme réfléchir. Ouais. Puis on voit vraiment une confusion aussi au début, puis on retourne aux onomatopées, mais au début il est vraiment plus léger, là, il est là puis il fait ses onomatopées, il rit un peu du monde qu'il a filmé, regarde la madame là-bas, es-tu drôle, tout ça. On est plus dans l'anecdote au début. Ben c'est ça, au début il filme ses affaires, tout ça, puis c'est en faisant ce processus-là. Puis parlant de processus, je fais une parenthèse, mais Robert Morin a vraiment commencé ce film-là en allant filmer des images documentaires pour un ami aux îles de la Madeleine.
Puis c'est en filmant ses affaires qu'il s'est dit, maintenant, Colin, il y a une histoire qui se construit, puis c'est devenu Yes Sir Madame. Mais au début, c'était vraiment des images de vacances, là, quasiment, qu'il prenait. Là. Fait il y a vraiment cette réalité-là aussi. En parlant du début du film, là, en fait, dès à la première minute, on apprend que le personnage de Earl Tremblay est porté disparu. On sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, on sait pas où il est. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que ça, c'est après sa carrière politique, là, donc il est quand même relativement connu là, dans le paysage québécois et canadien. Tout ce qu'on sait de Earl Tremblay après sa disparition, c'est que sa caméra a été retrouvée dans le parc de la Vérandrie. Ouais. Où est-ce qu'il est allé, Earl Tremblay? Hey boy. À la fin du film. À la fin du film, oui. Dans l'image qu'on voit, c'est des hommes et des femmes qui sont dans ce qu'on peut penser être un lac. On les voit nus. Mon Dieu, c'est vrai. Ouais, ben je me demandais, y a-t-il quelque chose à faire là-dedans? Puis on les voit même nager par moment, comme la nage de la grenouille. Y aurait-il un lien à faire avec Frog, avec les Anglais? Oh my god! Hey, je sais pas, je pousse loin, mais peut-être que ce serait une espèce des fois, tu sais, pousser loin, c'est stimulant. C'est le fun. Je le sais, pour vrai, j'aurais pas la prétention de dire pourquoi il a filmé ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment plus que spotter du monde qui nageait de même, puis que nous autres on fait des liens parce qu'on veut en faire. Là. C'est un peu l'effet de Stanley Kubrick de toujours avoir des liens, mais en même temps, je serais pas étonné non plus. Là. C'est vrai qu'il y a vraiment le côté des frogs qui sont pognés dans leur mort, les frogs étant les Canadiens français qui sont juste dans leur étang, puis qui sont un peu comme hey, qu'est-ce qu'on fait? On patauge, puis on. C'est ce que son personnage vit un peu en une certaine sorte à la fin. Fait qu'est-ce qu'à la fin, ben, il quitte, mais il se représente comme étant ceux qui sont devant la caméra, qui sont un peu perdus dans leur lac, t'sais. Ce qui nous ramène au début du film, qui était aussi du monde qui se baignait dans la mer, t'sais. C'est peut-être juste une boucle qui se conclut. C'est peut-être juste ça aussi, mais c'est vraiment une bonne question. Je pourrais pas, comme ça, prétendre avoir la réponse, là. Mais c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est un film qui est vraiment... il est vraiment quand même dense. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses à analyser. Puis chaque plan a comme son importance. Puis chaque narration, c'est ça. Surtout la différence entre l'anglais et le français qui est super comme représentative là, dans le film. Oui. Puis moi, j'ai remarqué que la première partie du film, les premières bobines, on voit vraiment que on commence avec le français. Après ça, on traduit vers l'anglais. Et plus que le film avance, en fait, quand il devient politicien... Là, l'anglais prend la place du français. Oui, c'est un anglophone. À la fin, il est complètement anglophone, puis même qu'il se met à mépriser son lui francophone, qui était là au début beaucoup plus, qui niaisait, puis qui était plus... pas le... J'étais pour dire la victime, là, pas la victime, mais plus comme qui se laissait dominer un petit peu par l'anglais. Puis là, plus ça va, ben plus le... Je pense que maintenant, ils s'insultent entre eux autres, là, tu sais, ils se mettent à se parler, puis hey, what are you saying, fucking bitch? Hey, oh, t'as peu. Ils se mettent juste à se confronter dans une même bobine, tu sais, puis là, plus ça va, ben là, on a un clash maintenant qui c'est, ok, le personnage est rendu politisé, libéral, anglophone, puis... Puis ces deux personnages-là, on s'entend, c'est le même corps, là, c'est la même personne, c'est Earl Tremblay. Donc il y a vraiment comme une espèce d'effet de schizophrénie entre les personnages. Complètement, ben oui, puis c'est sûr, puis on le voit aussi dans certains plans, ben ça c'est un plan classique, mais tu sais, de Robert Morin qui se filme dans le miroir, avec un miroir en arrière, puis là, il se dédouble. Fait que tu sais, ce film-là, c'est ça aussi, là, c'est quelqu'un... En fait, il y a comme trois personnages, t'as le francophone, l'anglophone, puis la personne qui a filmé avant qu'il y ait une voix off, parce que tout ça se détermine après que ça soit filmé. Parce qu'on l'entend, Robert Morin, dire sa voix off, puis tout ça, puis il s'ouvre des bières, puis plus le film va, ben plus tu comprends que le personnage est sous. Oui, parce que plus que le film va, plus qu'on entend les bières, on entend les caisses de bière qui se cognent, puis... c'est ça, puis là, il m'en reste quasiment plus. Bon, ok, on y va, puis je sais pas si je vous montre cette bobine-là, là, ça a pire. Puis il parle de ce qui s'en vient, il sait ce qui s'en vient, mais plus ça va, plus tu vois que le personnage est confus, puis que... Mais les textes de ce film-là sont super importants, là. Ça y a pris comme 5 ans à écrire le texte. Le dialogue. Oui, ça a été très travaillé. Là, on a parlé de Yes Sir Madame. Oui. Est-ce qu'il y aurait un autre film de Robert Morin? Il y en a ou tellement. Du moins un film de Robert Morin, que quelqu'un qui a jamais vu un film de Morin pourrait commencer. Ouais. Ce serait quel qui serait le plus accessible pour monsieur et madame tout le monde? Oh, accessible. Ben, accessible, disons... Il rime pas avec accessible. Si vous écoutez ça et vous avez jamais vu de film de Robert Morin, c'est sûr, ben, vous avez dû le comprendre dans les 25 minutes qui viennent de se passer. Mais Robert Morin, c'est pas un personnage qui va faire de père en flic. Là. C'est pas un réalisateur pour
pour se relaxer. Des films là, tu sais. généraux, mettons. Non, non, c'est ça. Ça va être très. Ça va toujours être lourd, profond, mais si on veut commencer puis pas y aller dans du gros sale intense, ben on a parlé du problème d'infiltration qui a été fait en 2017. Puis ce film-là, à mon sens, est vraiment facile d'approche parce que il y a vraiment une réalisation plus conventionnelle. Là. On va avoir souvent dans Robert Morin, là, ça va être comme si tu avais pris ta caméra dans les années 90 puis tu te filmais un peu tout croche. Fait que ça peut être dur d'approche. Mais le problème habitué aussi le cinéma conventionnel américain, par exemple. ben, c'est ça. Mais le problème d'infiltration, ça ressemble plus à ça. Il y a plus de budget, c'est plus établi. C'est Christian Bégin qui fait le rôle. Oui, c'est quelqu'un de connu, donc c'est peut-être ça, que c'est on est plus correct. rassurant un peu. Mais on a quand même une belle critique puis une belle profondeur à ce film-là. Mais n'empêche qu'il est plus ben pas plus simple, je trouve ça péjoratif à dire, mais il est plus accessible. Là. Tu sais, il est vraiment moins codifié. Ouais, mais l'histoire est plus facile à suivre aussi. Ouais, Là, on ouais. est moins c'est moins éclectique. Non, c'est ça. Mais cela dit, après ça, si tu veux découvrir Robert Morin, mettons que vous avez envie de vous mettre au défi, là, un vraiment, vraiment, vraiment cool de Robert Morin, c'est Attends. Ça s'appelle Quiconque meurt à douleur. Oui. Qui est, moi, c'est mon préféré de Morin, mais tu sais, il est vraiment rough. Ça raconte l'histoire d'une descente de flics dans une piquerie à Montréal. Puis, dans le fond, c'est les policiers entrent dans la piquerie pour aller faire leur descente, mais ils se font prendre en otage par tous les junkies qui sont là-dedans. Puis, ils sont accompagnés par un journaliste genre de TVA ou Radio-Can qui voulait juste filmer la descente. Fait que là, c'est juste... Ben, évidemment, le journaliste, c'est Robert Morin, puis t'es dans sa caméra, fait que tu vois tout ce qui se passe de par sa caméra. Mais c'est que ça va vraiment aller confronter l'idée qu'on se fait des piqueries puis des junkies, parce qu'on va être de leur point de vue cette fois-là. Puis c'est super bien fait. Puis les acteurs qu'il a pris, ben il y en avait certains que c'était des vrais junkies avant. Ce qui rentre dans son... Docu-fiction un peu. Exactement, Là. c'est ça. C'est toujours d'aller prendre des gens qui l'ont vécu ou qui le vivent. Ou tu sais, il y a un film, je pense que là, puis là, si je peux me tromper, mais qui a tourné avec un garçon atteint de trisomie 21, mais ça se peut que je me trompe dans le Trouver handicap. Peut-être pas la non, forme c'est handicap, pas... ah non? Je parlais de... je me rappelle plus du nom, je me rappelle plus comme ça du nom, mais dans le fond, ça a été écrit par le jeune avec Robert Morin. Okay. Puis ils ont tout réalisé ensemble. Lui, il voulait juste donner l'opportunité au gars de le faire. Okay. Je pense que c'est Tristesse modèle réduit. Oh, c'est j'ai pas vu ce film. Mais c'est ça, il va toujours aller chercher... Ce qui est le fun si vous allez voir un film de Robert Morin, mais c'est après ça, c'est de se renseigner sur le film puis comment il l'a fait. Comment il l'a fait, ouais. Puis là, c'est encore plus intéressant de faire wow, mais mon Dieu, tu sais, il a travaillé comme de cette manière-là pour nous rendre un film unique. Puis c'est des films uniques, c'est ça qui est le fun. Ouais. Moi, si j'avais une suggestion, j'irais peut-être avec Le Neg en 2002. Ouais. Rapidement, l'histoire, c'est dans un petit village. Une nuit, il y a une madame dont le nain de jardin s'est fait briser, c'est du vandalisme, et puis là, tout le village se mobilise à savoir qui a fait cet acte-là de vandaliste. Et puis, on pointe rapidement une personne noire qui est arrivée par hasard dans le village, donc tout le monde le pointe du doigt. C'est une belle histoire qui parle de racisme, c'est intéressant. Ah ouais, puis tu sais, il se gêne pas pour comme pointer le racisme, là. C'est pas comme déguisé, là. On l'a en face, ça s'appelle le nègre. Ouais. Puis il faut dire que le nain de jardin qui est détruit, ben c'est les classiques statues du noir qui pisse là, ou qui pêche, là, je sais pas trop. Là. Oui. Fait que, tu sais, puis il y a Emmanuel Bilodeau là-dedans qui est excellent. Puis c'est comme fait un documentaire aussi, là, il y a des entrevues là-dedans. Puis c'est vrai que c'est bon. Donc maintenant, on pourrait y aller avec la conclusion. Déjà? Oui, déjà. Oh my God. En fait, en guise de conclusion, je sais que l'année prochaine, en 2020, il y a le film Deux acteurs et la mort qui va sortir sur nos écrans de Robert Morin. As-tu des prédictions sur le scénario? Parce qu'on n'a absolument rien sur Internet. C'est ça, on a fait nos recherches en date du 24 juin 2019. On n'a pas vraiment d'informations sur le film, mais tu sais, Robert Morin, il a une grosse carrière derrière lui. Il est quand même plus jeune, puis tu sais, il doit... Là, je dis ça, puis s'il fait encore des films pendant 10 ans, moi je vais être bien content. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que chaque artiste maintenant a une réflexion par rapport à bon, mais comment je finis ça? Tu sais, comment je finis mes... Un point à sa carrière, disons. Ouais, ce sera quoi mon champ du signe? Tu sais, qu'est-ce que je laisse? Ouais. Puis, ben, j'imagine qu'un artiste tel que Robert Morin, qui a vraiment conscience de la portée de son œuvre, ben, va vraiment avoir cette réflexion-là. Puis, avec, ça s'appelle Comment deux acteurs et la mort. Bon, déjà, tu sais, on parle d'une relation entre l'art, la mort, la fin de quelque chose, tu sais, puis il a toujours été bon pour aller
au-delà de la forme. Fait que j'ai aucune idée de ce que ça va être, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de vraiment intéressant, là, de vraiment pertinent. Un peu comme tout ce qu'il fait, là, Oui, finalement. Il est rarement décevant en son temps, Ben, là, tu Robert sais. Morin, là. Ouais. C'est un petit bijou. Donc, Ouais. merci beaucoup, Miguel Hey, Deplante. ça fait tellement plaisir. Alors, c'était la fin du premier balado de Plan Maître. Est-ce que vous allez vous ennuyer? J'espère que oui, parce Ben qu'on oui. va revenir le mois prochain.